Mesdames, Messieurs, les travaux de notre groupe de travail ont été basés sur le constat qu'il devenait nécessaire pour l'Europe de parvenir à une souveraineté dans le domaine de la défense. Nous vivons une époque de bouleversement géopolitique, les alliances traditionnelles sont remises en question et les menaces se multiplient. La réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis entraîne une modification des rapports entre grandes puissances et les intérêts des pays européens ne coïncident plus vraiment avec ceux des États-Unis. L'Europe est confrontée à un risque majeur de conflit car la Russie ne peut plus être considérée comme un adversaire de jeu de rôle d'état-major. Elle apparaît aujourd'hui comme l'ennemi des démocraties. Face à cette situation, et si l'on fait le bilan des capacités de défense propres à l'Europe, on constate des faiblesses structurelles qui rendent extrêmement problématique la mise en place d'une défense capable d'arrêter les offensives d'un pays qui a mis sur pied une armée et une économie de guerre de premier plan. En effet, la conduite des armées européennes continue à pâtir d'un manque de commandement unifié, et ceci par manque d'une véritable coordination entre pays européens. On constate aussi une faiblesse de l'industrie de défense européenne, malgré le succès à l'exportation de certains pays, dont la France, faiblesse due à un déficit de taille critique des entreprises ainsi qu'à une fragmentation importante des bases industrielles et économiques de défense. Alors, l'objet des réflexions dans notre groupe de travail a été de rechercher les voies qui pourraient permettre à l'Europe, en coordination avec l'OTAN, d'atteindre une plus grande autonomie pour la défense de son territoire. Pour cela, il est d'abord nécessaire de déterminer les menaces auxquelles les pays européens sont aujourd'hui confrontés. Alors, première menace, effectivement, la Russie représente une menace immédiate et tangible à nos frontières. Elle cherche à consolider ses accès à la mer vers le sud, du côté de la mer Noire, et vers le nord, du côté de la Baltique. Par ailleurs, avec le dérèglement climatique, une nouvelle route maritime stratégique devrait s'ouvrir au nord. La Norvège ainsi que l'Islande pourraient être concernées. Après l'annexion de la Crimée et compte tenu des rapports de force actuels sur le sol ukrainien, on peut craindre que la Russie veuille accentuer sa poussée vers l'ouest. La Pologne, les pays baltes, la Finlande, mais aussi la Moldavie et la Roumanie sont particulièrement menacés. La Russie dispose d'une puissance nucléaire importante et crédible. Elle a mis sur pied une industrie de défense capable de soutenir une guerre de haute intensité et elle utilise le cyberespace pour porter le combat sur le champ informationnel afin de déstabiliser les démocraties. Donc, autre menace, l'insécurité des voies maritimes. Depuis quelques années, la tension entre la Chine et les Philippines en mer de Chine méridionale n'a cessé de croître. Dans cette zone se trouve le détroit de Malacca, par lequel passe une part très importante du commerce maritime mondial, et l'Europe est directement concernée par le risque d'insécurité de ses propres approvisionnements. La mer Rouge est un autre carrefour essentiel pour le commerce maritime mondial. Elle vit aujourd'hui une crise sécuritaire en raison des attaques des rebelles du Yémen, attaques ravivées par les affrontements au Proche-Orient. Cette situation est préoccupante pour l'économie mondiale et celle de l'Europe en particulier. Autre menace, l'immigration. La migration irrégulière a fortement progressé à cause de l'instabilité politique et des conflits qui perdurent essentiellement au Moyen-Orient et en Afrique. Elle peut être utilisée pour déstabiliser un pays ou bien pour couvrir l'intrusion d'agents terroristes. D'ailleurs, les attentats terroristes commis sur le sol européen sont souvent le prolongement d'entrées de djihadistes qui opèrent en Afrique et au Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier le cyberespace qui est devenu un nouveau champ de conflictualité. Une attaque ciblée du système informatique d'un pays, par exemple, peut porter un coup fatal à son économie et endommager ses usines d'armement. La difficulté pour identifier l'origine de ce genre d'attaque rend la riposte particulièrement difficile. Enfin, la guerre informationnelle. L'information est une arme incontournable des guerres hybrides. Ce n'est pas seulement l'affaire des militaires, mais cela engage aussi la société civile. Il est important que les pays européens puissent conserver un bon niveau de résilience et maintenir une cohésion face aux risques de désinformation et d'influence provenant de l'étranger. Alors, quelles sont, face à ces menaces, les forces et les faiblesses des pays de l'Union européenne? Alors, tout d'abord, les points forts.
L'Union européenne dispose de nombreux atouts, un marché commun unique de 450 millions d'habitants, un écosystème propice à l'innovation et une présence territoriale mondiale grâce à ses territoires ultramarins. L'Union européenne s'est dotée d'une politique de défense et de sécurité commune, orientée par la boussole stratégique, premier livre blanc de la défense européenne qui a été adopté en 2022. Les budgets de la défense cumulés des États membres s'élèvent à plus de 300 milliards d'euros, ce qui positionne l'UE au 3e rang mondial après les États-Unis et juste derrière la Chine. Alors maintenant, les faiblesses. Eh bien, l'industrie de défense européenne, bien qu'elle soit performante dans certains secteurs, souffre d'un manque de coordination et d'une dépendance à l'égard des technologies étrangères. Nos dépenses de défense, bien que significatives, sont dispersées et souvent mal utilisées. Chaque État membre développe ses propres capacités, souvent en dupliquant les efforts et en gaspillant les ressources. Cette absence de coordination nous empêche d'être, en général, compétitifs sur le marché mondial de la défense. Par ailleurs, l'UE ne dispose pas d'une armée de premier rang. Sa principale faiblesse réside dans le fait que les politiques étrangères et les politiques de défense restent sous l'autorité de chacun des membres. Et ceux-ci ont des priorités différentes. Les prises de décision sont donc lentes et réduites. Les structures de commandement dont l'UE dispose sont embryonnaires. Et à titre de comparaison, la structure de commandement de l'OTAN regroupe 7800 personnes, alors que l'effectif de l'état-major de l'Union européenne comprend environ 200 personnes. Enfin, les doctrines et les capacités de chacun des pays européens ne sont pas alignées, ce qui entraîne des achats d'équipements sans coordination à l'échelle européenne. Alors, comment améliorer cette situation ? Pour donner les moyens à l'Europe de faire face aux menaces auxquelles elle est exposée, il est nécessaire de travailler sur deux axes d'amélioration. En premier lieu, il faut que les États membres se coordonnent pour éviter la dispersion des efforts et le gaspillage des ressources concernant l'industrie de défense. Le deuxième axe d'amélioration concerne le renforcement du pilier militaire de l'Union européenne qui doit se construire autour d'une structure de commandement capable de conduire dans la durée des opérations de haute intensité. Alors, si l'OTAN permet à l'Union européenne d'utiliser ces structures de commandement, on obtient là une option Union européenne, pilier de l'OTAN, option qui dispose déjà d'un projet bien établi avec l'accord Union européenne-OTAN appelé Berlin+. Alors, une Union européenne engagée dans des opérations majeures et qui ne pourrait pas bénéficier de l'appui américain trouverait là une capacité d'agir. Pour parvenir à une autonomie stratégique, il faut également que l'UE dispose des capacités industrielles permettant de fournir l'essentiel de l'armement destiné à sa défense. Ceci ne peut être obtenu que par une importante transformation de sa base industrielle de défense. Alors, comment améliorer l'industrie de défense européenne ? Eh bien, l'industrie de défense européenne est actuellement morcelée et fragmentée à cause d'un manque de priorités bien définies et de la capacité à développer des filières industrielles complètes et compétitives. Pour renforcer notre autonomie stratégique, nous devons mettre en place des coopérations industrielles et faire accepter le principe de mutuelle dépendance sectorielle, c'est-à-dire que chaque pays ou groupe de pays de l'Union européenne devrait se spécialiser dans un segment particulier de l'armement, ce qui permettrait à l'industrie européenne d'être compétitive. Alors, ceci n'est pas facile. La principale difficulté est le partage des tâches qui touche directement la stratégie industrielle de chacun des acteurs. On peut d'ailleurs remarquer que les exportations de matériel militaire permettent le développement de la puissance industrielle car elles permettent de faire fonctionner les lignes de production pour pérenniser l'activité et réduire la dépendance à la commande publique. Elles participent aussi à l'amélioration de la compétitivité en amortissant les coûts non récurrents sur un plus grand nombre d'équipements. Le problème majeur à résoudre est celui de la domination américaine concernant les programmes d'armement passés par les États membres. Aujourd'hui, et malgré toutes les voix qui appellent à un réarmement par achat européen, force est de constater que les États-Unis continuent à se tailler la part du lion dans les contrats passés par les pays européens.
Par exemple, entre 2022 et 2023, plus de 60% des 100 milliards d'euros de commandes militaires européennes ont profité à l'industrie américaine. Alors pour s'affranchir de cette dépendance, une solution serait de mettre en place un Buy European Act qui conduirait les États membres à privilégier les fournisseurs européens, ce qui permettrait de réduire notre dépendance vis-à-vis des technologies étrangères et de stimuler l'innovation et la compétitivité de notre industrie de défense. Ce Buy European Act doit être conçu pour développer les capacités européennes de défense, mais il ne doit pas compromettre nos obligations internationales existantes en matière de coopération. On doit trouver un équilibre entre l'amélioration de notre autonomie stratégique et le maintien des relations avec nos alliés. Un autre moyen d'amélioration de notre industrie de défense est le développement de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la cyberdéfense. Enfin, compte tenu de la nature des menaces qui sont à nos frontières, il faut prendre des mesures pour être capable, si nécessaire, de passer à une économie de guerre. Ceci nécessite une réévaluation complète de nos priorités budgétaires et industrielles. Cela implique non seulement une augmentation des dépenses militaires, mais aussi la réorganisation des chaînes de production pour répondre aux besoins urgents en équipement et en munitions. Et enfin, et c'est très important, nous devons surmonter la frilosité des opérateurs financiers à investir dans le secteur de la défense et nous devons sensibiliser les institutions financières aux enjeux de sécurité nationale. Alors en conclusion, je dirais que l'Europe est à un tournant décisif. Nous devons tous nous unir pour affronter les défis géopolitiques et renforcer notre souveraineté militaire. Cela nécessite une volonté forte, des budgets à la hauteur des enjeux et une coordination efficace entre États membres. Alors, pour parvenir à une autonomie stratégique, il faut en priorité résoudre deux problèmes. Un, comment augmenter la production de l'industrie de défense pour atteindre les objectifs capacitaires permettant de faire face aux menaces? Deux, comment financer ces productions dont certaines doivent être satisfaites dans l'urgence tout en évitant les approvisionnements massifs à l'extérieur de l'Union européenne, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, on ne peut plus se contenter du développement trop lent de notre industrie de défense. Il faut définir une politique de défense commune, obtenir des budgets à la hauteur des besoins militaires et élaborer une programmation à long terme permettant le développement d'un outil industriel capable de satisfaire les besoins exprimés par les États membres. Le problème le plus important à résoudre est de trouver un moyen de financement pour réaliser toutes ces actions. Ces dépenses représentent un effort considérable, ce qui suppose que l'on puisse trouver un accord entre tous les États membres sur un supplément de budget conséquent. Alors, il est intéressant de constater que toutes ces recommandations préconisant une forte accélération des actions de concertation européenne en matière de défense sont bien à l'ordre du jour des préoccupations du nouveau commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, comme il l'a exprimé dans un discours sur la sécurité en novembre 2024 à Berlin, discours qu'il a terminé en disant, et je le cite, « Tous, autant que nous sommes, les militaires, les industriels, les milieux d'affaires, les citoyens européens et les citoyens de l'Ukraine, sommes embarqués sur le même navire et nous avons à affronter une tempête. Nous pouvons nous sauver en joignant nos forces, mais si nous restons désunis, nous serons à la merci des tourments causés par notre agresseur. Je pense donc que la prise de conscience au plus haut niveau est en marche et on ne peut que s'en féliciter. Je vous remercie pour votre attention. Je propose qu'on prenne une ou deux questions rapidement, si vous voulez, et qu'on prenne pas trop de temps sur la table ronde d'après. Voilà. Oui, Jacques. Alors, moi, je poserai une question qui est un dilemme que je ressens depuis longtemps. Est-ce qu'on peut concilier une Europe de la défense efficace avec une Europe des nations, ou est-ce qu'il faut nécessairement aller vers le fédéralisme? Est-ce qu'une solution ne serait pas d'avoir une Europe de la défense qui soit un peu une alliance comme l'OTAN où les nations restent elles-mêmes et en même temps une Europe de l'armement plus organisée, plus efficace, plutôt gouvernée par la Commission, mais ça n'est qu'une idée. Quelles sont tes réactions? Non, mais effectivement, là j'en parlais,
une solution serait d'avoir une Union européenne pilier de l'OTAN. Voilà. Mais après, c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, chaque pays a son autonomie pour prendre les décisions sur le plan de la défense, et c'est difficile. Mais dans l'OTAN, il y a bien une organisation qui a su quand même prendre des décisions. Le seul problème, c'est que, effectivement, si les États-Unis quittent complètement l'OTAN, les États-Unis ont investi quand même beaucoup dans l'OTAN. Hein, et ça va être difficile, dans un temps assez court, de remplacer tous les moyens que mettaient les États-Unis dans l'OTAN. Oui, bonjour de nouveau. Je pense que vous avez beaucoup parlé de l'aspect militaro-gouvernemental, pas stratosphérique, mais stratégique. En fait, vous avez abordé un peu les fabricants, les entreprises de défense. Moi, je voudrais prendre un premier exemple, qui est l'exemple de l'avion franco-allemand, qui a quelques grosses difficultés à naître, parce que, entre autres, les entreprises, les différents participants, ont des problèmes de propriété de droit ou de savoir-faire. Et ça me paraît être important. Et un corollaire, on va se lancer dans des engagements pour une défense de long terme. Qu'est-ce qui se passera? Comment on va garantir à ces entreprises qu'il ne faudra pas qu'elles ferment parce que d'un seul coup, on croit qu'on est encore dans les dividendes d'une paix? Non, mais moi, je pense que déjà, il faut se coordonner au niveau européen pour établir les besoins. Et je pense que tout part de là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi les besoins, d'abord, ces besoins, il faut les grouper. Hein. Et vous parlez des avions, et il faut dire, par exemple, on a besoin de remplacer le Rafale ou l'Eurofighter. Hein. Et donc, à ce moment-là, il faut s'entendre sur une coopération. Il y a déjà eu des programmes en coopération. Je travaillais dans la construction navale militaire. Et moi, j'ai participé à un programme qui s'appelait le programme Horizon entre le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Donc, on y arrive. Hein. Je pense qu'il faut commencer par ça. Il faut s'organiser, connaître les besoins, les grouper et puis s'entendre. Voilà. On peut faire comme ça, mais c'est très difficile. C'est quand l'Eurofighter a été décidé, Dassault n'a pas participé. Il a développé son Rafale lui-même, mais d'ailleurs aujourd'hui il arrive quand même à bien le vendre. Voilà. Merci beaucoup Gérard pour nous avoir présenté les travaux de ton groupe de travail.